Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui on se retrouve sur le fascicule 70, toujours avec notre vidéo de règles. Et on débute cette vidéo de règles avec la charte d'unité de nos boys d'Iron Skull. Tout le monde s'accorde à dire que les Dur Boys de Gurzag Iron Skull sont les plus coriaces des Oruks. Quiconque ose mettre cette affirmation en cause reçoit un coup de boule magistral de Gurzag ou est tabassé et taillé en pièces par ses gars. Voilà. C'est vrai que c'est assez marrant parce qu'en fait ils sont clairement, on sent même à leur posture, à leur façon de faire, que c'est des tendres quoi. C'est des mecs qui ont envie de faire des bisous, qui ont envie de se rapprocher de vous pour faire des gros câlins. C'est évident. Et puis si derrière, en plus, ils peuvent vous découper un petit morceau de chair, c'est pour déconner quoi. Voilà, c'est pour voir si vous êtes potes. Donc ces boys d'Iron Skull, alors ils se déplacent pas rapidement. Clairement, on est sur des mecs bien armés, bien énervés, mais qui vont pas vite. Donc ils ont que 4 de mouvement. Ils ont une sauvegarde à 4+, 5 de bravoure et 2 blessures chacun. Ce qui en fait quand même une bonne unité pour des orques, faut le dire. Ils ont chacun des armes différentes, d'accord, avec des aptitudes différentes, mais en moyenne, on est sur du 3+, moins 1 de perfo et un dégât, ce qui est quand même pas mal, sauf un qui a un gros qui coupe, et ce gros qui coupe, lui, il a qu'un 4+ à la touche, mais il a 2 dégâts, donc voilà, il compense l'un par l'autre. On fera attention, et c'est pour ça que je disais dans la vidéo de peinture que peut-être la personnalisation de ces socles peuvent avoir un intérêt. Quand on a des personnages nommés, il peut y avoir un intérêt à justement personnifier ces socles, en tout cas la bordure des socles. Et pourquoi pas, une des solutions pour personnifier ces socles, ça peut être tout bêtement d'écrire leur nom. Vous avez un stylo hyper fin, vous en avez plein qui existent sur le marché, que ce soit sur du noir, sur du bleu, du jaune, bleu, ou du blanc, voilà. On ne dit pas que c'est un Posca, mais c'est un Posca. C'est un Posca fin, donc il fait, je sais plus, 1 mm ou 2 de 0,7 d'épaisseur. Et bien avec ce Posca, vous allez pouvoir écrire le nom de chacun de vos personnages, et donc les retrouver plus facilement, et donc savoir exactement quelles armes ils ont. Ça peut être une solution. Ils ont un champion, bien sûr, ces boys, c'est Gurzag Iron Skull, qui est le champion de l'unité. Voilà, c'est le chef, il n'y a pas de souci. On le voit bien sûr avec sa fourrure, donc il n'y a pas de difficulté à le repérer. Ils ont une aptitude, ces boys, c'est durs à cuire. Voilà, que ce soit dû à une robustesse naturelle ou à leur nature belliqueuse, Gurzag Iron Skull et ses gars se battent malgré les pires blessures, braillant et avec allégresse, tout en cognant sur leurs ennemis. Donc, en fait, Gurzag Iron Skull a une protection de 5+, et les autres, une protection de 6+. Donc ça, c'est toujours intéressant, ça donne une petite aptitude supplémentaire qui est non négligeable. Parce que, on le rappelle, ça peut éviter une petite blessure qui passe. Voilà, on a le jet supplémentaire pour, avant d'allouer les blessures, le jet de protection. 5+, mine de rien, c'est pas mal. 6+, c'est plus compliqué, mais bon, voilà, ça peut permettre de gagner un petit temps, d'éviter des sauvegardes trop fréquentes. On passe maintenant aux tactiques de la semaine, avec des tactiques pour l'ordre cette semaine, avec les vigileurs qui sont des archers d'élite évidemment, spécialisés dans les tirs d'attaque de tirs mortels. Ils lâchent des grêles de flèches impitoyables qui affaiblissent les unités adverses en prévision d'un assaut de vos troupes d'infanterie. Et c'est vrai, ces vigileurs, donc ils ont des armes puissantes, ça fait partie de leurs avantages. Ils sont très puissants en attaque de tir évidemment, et ils ont une bonne portée, ce qui leur permet de rester très loin, ce qui est parfait donc pour commencer à détruire des unités, et puis permettre à vos troupes de terrain, vos troupes comment ça s'appelle, de fantassins, on va dire, de pouvoir aller ensuite occuper le terrain et finir le travail au corps à corps. Et c'est exactement ça l'idée aussi de la deuxième aptitude,
Parce qu'avec leur aptitude navigateur de l'orage, en fait, ils permettent d'offrir un bonus aux unités amies qui combattent l'ennemi que les vigileurs ont déjà visé par leur tir. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est le meilleur moyen, clairement, de s'en servir. Vous ouvrez la voie à vos infanteries, et puis derrière, non seulement elles auront déjà, les vigileurs auront déjà fait des dégâts, vos troupes d'infanterie pourront donc finir le boulot, mais en plus, ils auront des bonus grâce à Navigateur de l'orage. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, à contrario, évidemment, ils sont un peu faibles en mêlée. Mais ça, c'est normal. Quand vous avez une grande capacité de tir, forcément, il faut équilibrer un petit peu. Donc, votre mêlée est un peu moins bonne. Donc, évidemment, c'est pas là-dessus qu'on va s'en servir. Mais, encore une fois, sur un appui de tir ou pour ouvrir une voie, ils sont parfaits. Et ils vont être parfaits, justement, peut-être en complément des Vincitors. Les Vincitors qui sont des super épéistes, spécialisés dans le combat rapproché, évidemment. Donc, leur intérêt à eux, c'est soit d'avoir déjà un petit peu de travail de fait et d'être un peu plus tranquille sur le coup du corps à corps, soit, de toute façon, comme ils sont très très balèzes, ils peuvent facilement déglinguer des unités complètes. Parce qu'ils peuvent utiliser, eux, leur aptitude frappe d'éclair pour gagner des attaques supplémentaires en mêlée, et donc, leur permettre potentiellement de combattre de grandes unités de 5+, 10+, ou 20 figurines, sans aucun souci pour eux. Ils sont en plus, mine de rien, ils ont une excellente sauvegarde, ils ont une bonne bravoure, ils ont pas mal de blessures à donner, ce qui les rend quand même vachement balèzes, quoi. Et donc capable de manœuvrer sous le feu ennemi sans subir trop de pertes. Et ça aussi, c'est intéressant. Par contre, à contrario, bien évidemment, parce qu'il faut quand même un point négatif, ils sont pas forcément, c'est pas forcément les mecs les plus rapides. En même temps, ils sont bien armés, ils sont bien résistants. Bon, il faut aussi leur donner un petit peu de faiblesse, même si, voilà, ça va être compliqué à décimer. On est quand même sur du Stormcast avec des unités qui sont quand même très 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 bonnes un petit peu de partout. On passe maintenant au dernier plan de bataille de notre campagne, Flammes et Fureurs. On est sur le dernier plan de bataille, et donc ce qui veut dire qu'on va débuter aussi avec le prochain colis, certainement, un nouveau plan de bataille, une nouvelle campagne, et donc finir en apothéose sur nos derniers numéros, bien évidemment. Donc ce dernier plan de bataille de Flammes et Fureurs s'appelle le Défilé Ardent. Après une série d'escarmouches dans les ruines d'une cité de Sigmar, les deux armées se regroupèrent dans deux positions opposées. Les éclaireurs de la destruction fouillèrent les environs à la recherche de faiblesses à exploiter, mais en vain. Les décombres fournissaient un couvert parfait à l'ennemi, et il était clair que le bras de fer allait durer encore longtemps. La Horde Verte élargit sa zone de recherche et découvrit que les montagnes au sud abritaient un secret. Au pied des plus hautes cimes, un sentier tortueux montrait des signes de passage évidents. Des os d'animaux abandonnés, des morceaux de bougies brûlées et des cendres mal dissimulées jonchaient la route. Ce défilé était clairement le théâtre d'une grande activité et, à en juger par les traces de roues, sa fonction principale était de fournir des denrées essentielles à l'armée de l'ordre assaillie. Une patrouille de Grotz fit le guet le long de la voie pour confirmer cette supposition, mais elle n'eut pas à attendre très longtemps. Quelques jours plus tard, une caravane flanquée d'un petit détachement de gardes nerveux apparut. Les Grotz s'attaquèrent et se débarrassèrent rapidement de l'ennemi. Ils massacrèrent les animaux, exécutèrent les cavaliers et pillèrent les chariots, brûlant tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter et abandonnant les cadavres aux charognards. Ne voyant pas le ravitaillement arriver, les généraux de l'ordre dépêchèrent des éclaireurs pour aller enquêter. Quelques jours après, ils revinrent avec de terribles nouvelles. Les forces de la destruction avaient découvert leur route secrète. Les officiers rassemblèrent leurs troupes et envoyèrent une escouade afin de dégager le passage et les garder ouverts pour de prochaines caravanes. Pendant ce temps, les Grotz firent leur rapport au chef de la Horde, comprenant qu'ils pourraient enfin débloquer la situation et flanquer une bonne rouste à l'ordre. Les Oruks envoyèrent une armée dans le défilé avec ordre de tuer, piller et détruire tous ceux qu'ils croiseraient. Voyageurs comme guerriers, fonçant l'un vers l'autre, les deux camps se préparèrent à livrer bataille. Là encore, tout un beau programme de bonnes bastons. On reste presque sur les mêmes choses que d'habitude.
Sauf que cette fois-ci, on va avoir 6 options de troupes. Habituellement, on n'est qu'à 5. Là, on en a 6. Et toujours nos 3 héros. Donc, eh bien, comme chaque semaine, on va pouvoir déterminer et choisir nos armées dans l'ensemble des unités que nous avons dans nos factions. Ça, c'est le classique. On est bien sûr sur un déploiement qui, là aussi, on l'a compris dans l'histoire, sera beaucoup plus classique aussi. On place nos 4 champs de bataille pour réaliser donc un grand rectangle, et puis sur les 2 petits côtés, on va avoir nos terrains de déploiement. On va placer sur le centre du terrain 5 objectifs que l'on va accompagner jusqu'à 6 décors. Bien évidemment, ces 6 décors, comme toujours, ne doivent pas être à moins de 3 pouces, donc des autres décors ou des objectifs. Tout ça, bien évidemment, pour pouvoir laisser le passage, encore une fois, à nos unités. Déploiement premier tour, jet de dés, comme toujours. 5 rounds, comme toujours. Point de victoire, avec un point si vous contrôlez un objectif, un deuxième point si vous en contrôlez 2 ou plus, et un troisième potentiellement si vous en avez plus que votre adversaire. Ça, on en a l'habitude. Mais ce que l'on attend, bien évidemment, tout particulièrement, c'est la règle spéciale, qui cette semaine s'appelle pluie de météores. Le seul brûlant calcine tous ceux qui s'attardent trop longtemps à un endroit. Les unités qui ne se déplacent pas, qui ne chargent pas ou qui ne courent pas durant leur tour subissent alors d3 blessures mortelles à la fin du round de bataille. Ça peut piquer. Donc évidemment, ça va pousser évidemment l'ensemble des unités à bouger. Parce que si vous ne vous déplacez pas, vous prenez des 3 blessures mortelles gratuites. C'est quand même un peu con tout ça pour ne pas s'être déplacé. Donc, en fonction de l'unité, évidemment, on va avoir intérêt à se déplacer ou pas. On découvre maintenant la mobilisation générale, vous le savez, Eve et Yann, donc les personnes du studio de Warhammer, jouent ces batailles pour nous, pour vérifier qu'elles sont optimisées, qu'elles sont intéressantes, évidemment. Eve joue l'ordre, Yann joue la destruction, on en a l'habitude maintenant, ça fait des semaines et des semaines qu'on le répète. Donc, c'est la dernière partie de ce pack de bataille, et Eve, elle veut remporter une victoire écrasante. Alors elle choisit ses troupes avec soin. Elle prend son seigneur et killer, l'amiral arcanaute et l'archi-revenant comme choix de héros. Clairement, elle prend un choix intéressant parce qu'elle prend déjà dans toutes les factions que l'on a reçues depuis le départ. En troupe, elle va opter pour les Silver Revenants, et en cadeau, elle reçoit les Fiel Revenants, donc 5 figurines supplémentaires, toujours intéressantes. Ensuite, elle choisit ses Vigileurs comme soutien à distance, puis les Vincitors, un petit peu comme si, c'est pas comme si on avait eu la tactique de l'ordre dans notre numéro, c'est beau les coïncidences. Suivi donc d'un char foudroyeur, bien sûr, et puis pour son choix suivant, des Griffdog, qui, ça fait un moment qu'elle n'a pas utilisé déjà, et puis qui ont toujours cet intérêt de pouvoir attaquer et de repartir. Pour son dernier choix de troupe, elle va prendre les foudroyeurs Grunstock. Donc là encore une fois, intéressant parce qu'elle prend des unités de chacune des factions qu'elle a en stock. Elle décrit ensuite la partie comme étant une partie assez bien équilibrée. Yann et moi avons une sacrée puissance de feu et le premier round de bataille n'est qu'un immense échange de tirs. Nous nous déplaçons rapidement au centre du champ, évidemment au champ de bataille, pour prendre les objectifs. Et le corps à corps commence. Au début, les troupes de Yann submergent les miennes, c'est normal. Elles sont beaucoup plus nombreuses, mais elles sont aussi beaucoup plus faibles. Et donc, comme toujours, en quelques tours, elles réduisent leur effectif à un nombre bien plus gérable. Ça, on le sait, c'est un classique quand on combat Stormcast et on va dire ordre contre destruction. Clairement, les premiers tours sont souvent un petit peu à l'avantage de la destruction du fait du nombre, mais ça se réduit par la suite et ça s'équilibre surtout par la suite. Et après, les batailles commencent à partir vraiment des tours 2, 3, 4. Et là, on voit vraiment qui est le plus stratégique ou qui a eu le plus de dés, clairement. Pour Yann, eh bien, la partie s'annonce rude, parce qu'il va essayer de maximiser le nombre de troupes. Donc, comme d'habitude, il va choisir ses héros en premier. Il va baser tout autour de ses grottes. L'idée, c'est tout mettre, donc toute sa force autour de ses grottes. Il va donc prendre, premier choix, Skragrott, le roi Louf, suivi du Louf Boss sur Squeak des Cavernes Géants.
Et enfin, il décide de mettre les bouchées doubles sur la magie de Bonnet de Fou et il choisit le Shaman Fongoïde pour son dernier choix de héros. Presque étonnant, il prend pas de méga boss. Il opte ensuite pour les archers. Archer Lune Clan, avec lesquels il reçoit les fanatiques rabouilleurs, 5 figurines de plus par rapport à. Donc, c'est qu'il a même déjà 25 figurines sur la première unité. Ensuite, il va prendre une unité d'égorgeur Hobgrots et il reçoit la seconde, 20 figurines au total. Puis il choisit les Bonegrots pour se déployer aux côtés du Louvre Boss. Et puis pour ses 3 derniers choix de troupes, il va prendre des unités de soutien au Ruk avec les Boys d'Iron Skull, évidemment l'Empaleuse et les Embrocheurs. L'intérêt de ces 2 dernières unités, évidemment, ça va être de pouvoir tirer au loin, au maximum, d'essayer de faire un maximum de dégâts le plus loin possible, avec des capacités de tir qui sont peut-être moins intéressantes que les Vigilors, mais qui ont une vraie capacité à faire des dégâts. Je vais mettre un petit peu de côté les Hobgrots, parce que les tirs sont quand même beaucoup moins puissants, même si par le nombre, on peut toujours avoir statistiquement de bons dégâts. C'est toujours possible. Donc lui, il décrit la partie comme ceci, les débuts de bataille prometteurs, bien évidemment. Ces attaques sont forcément en nombre bien plus intéressant. Et donc, de ce fait, il va pouvoir faire des dégâts. Maintenant, évidemment, plus il va avancer et plus ses unités vont être décimées. Et donc, il perd beaucoup de troupes, mais mine de rien, il en a quand même normalement assez pour tenir sur la longueur. Parce que si on recalcule très rapidement, ne serait-ce que sur ses troupes, il a 25 archers plus crabouilleurs, 20 Hobgrots, 10 Bonegrots, 5 Bonegrots, pardon, qui vont pouvoir les taper rapidement, les 4 Boys d'Iron Skull, une Empaleuse et 3 Embrocheurs. Donc, mine de rien, on est quand même sur un certain nombre de figurines. Là, il en a quasiment 60 à donner. Contre, une grosse vingtaine, une grosse trentaine à donner de l'autre côté, quoi. Donc, en termes de population, forcément, il a plus de possibilités. Mais, encore une fois, en termes de fraîcheur, de puissance, ça va être plus compliqué pour donner le change. Mais encore une fois, voilà. Les premiers tours sont là pour lui donner des points, et puis après, les tours suivants sont faits pour régler et pour gérer les points au maximum, pour essayer de garder un maximum de points viables, tout en essayant de garder les objectifs le plus longtemps possible. Voilà, en gros, ce qu'on pouvait décrire et ressortir de cette mobilisation générale. J'espère que cette vidéo de règles vous aura intéressé, que vous aurez bien pris en compte les avantages, les inconvénients de ces Vigilors et de ces Incitors, que vous aurez aussi, du fait de ce dernier plan de bataille, avoir pris conscience aussi de l'intérêt de comment est-ce que vous choisissez vos armées. Merci Eve, merci Yann, encore une fois. Et puis, moi je vous retrouve très rapidement pour notre prochaine vidéo, qui va être le début de notre prochain colis. Encore que, n'oubliez pas que vous devriez pas tarder à avoir aussi... non, il me reste encore un numéro, évidemment, le 71, mais on va pas tarder aussi à avoir certainement une petite vidéo de découverte pour notre premium, je rappelle. Donc une vidéo hors série qui devrait pas tarder. Et puis voilà. En attendant tout ça, moi je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Je vous dis à très vite. Et puis je vous embrasse. Allez, ciao. Bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.